Le futur est là. Il ne s'agit pas de combinaisons spatiales high-tech ou de vivre sous terre. Il s'agit de choses vraiment cool comme le fait de pouvoir se téléporter, de voyager dans l'espace, de comprendre les chiens, etc. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné que la réalité augmentée pouvait téléporter les gens à l'endroit de leur choix, que ce soit pour le travail ou pour une journée de détente à la plage. Avec le métaverse, entrer dans une pièce virtuelle est déjà possible. Le métaverse est un espace virtuel où les gens peuvent interagir et socialiser les uns avec les autres grâce à la technologie. Tu as l'impression d'être physiquement présent au même endroit que d'autres personnes, plutôt que de simplement taper sur ton clavier dans une conversation en ligne. Imagine que tu joues ou que tu travailles à distance, mais que tu aies en même temps une vue dégagée de ton bureau. Tu peux effectuer toutes tes tâches professionnelles, tout en économisant le temps et l'argent que tu dépenserais en déplacement. Le gros inconvénient du télétravail est le manque de socialisation. Avec le métaverse, tu n'auras plus l'impression d'être seul. Les écrans seront interactifs et la communication avec tes collègues, tes amis et ta famille sera plus facile. Même si la téléportation physique n'est pas encore possible, on peut déjà virtuellement aller où on veut. Les nanorobots portent ce nom parce qu'ils sont vraiment minuscules. Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques à l'intérieur du corps humain pour des raisons médicales. Une fois à l'intérieur, ils commencent à agir par eux-mêmes sans avoir besoin d'être contrôlés. Et ils peuvent se multiplier comme nos cellules. On a souvent entendu le mot nanorobot dans les films de science-fiction. Mais ils ne sont pas si éloignés de la réalité. Ils opèrent comme des mini-médecins à l'intérieur de ton corps. Et ils sont suffisamment précis pour diagnostiquer un problème et prescrire un traitement. Tout le monde sera en meilleure santé grâce à ces petites créatures high-tech. Chaque année, la population de la Terre augmente. Cela implique de plus grands besoins en production alimentaire. Comme il ne reste que peu d'espace dans les zones urbaines, les fermes devront bientôt être situées dans des endroits moins conventionnels, comme sur le toit des gratte-ciel ou dans les airs, c'est-à-dire sur des structures et plateformes qui peuvent supporter la végétation. Un éminent architecte, Javier Ponce, a conçu un bâtiment à 3 niveaux alimenté par des panneaux solaires au sommet. Au niveau intermédiaire, on fera pousser divers légumes et fruits qui obtiendront des nutriments à partir d'un liquide au lieu de la terre elle-même. Les déchets organiques tomberont au niveau inférieur pour nourrir des poissons, qui pourront aussi être élevés pour l'alimentation. Chaque structure sera assez grande pour subvenir aux besoins d'une ville entière si nécessaire. Les gratte-ciel peuvent aussi accueillir quelques mini-fermes sur leur toit pour subvenir aux besoins d'un quartier. Toute cette verdure supplémentaire dans les villes réduira la pollution et fera baisser la température dans les régions trop chaudes. Parlons maintenant de nos adorables chiens. Quel bonheur de rentrer à la maison et de voir nos compagnons s'approcher de nous en courant et en sautant partout. Ils sont soit en train de dire « Nourris-moi, je suis affamé » ou « S'il te plaît, ne me quitte plus jamais ». Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre exactement ce qu'ils veulent dire ? On a développé une technologie pour comprendre nos chiens plus clairement à l'aide d'un collier d'humeur. Tu mets l'appareil sur ton animal et un écran numérique indique son humeur par des couleurs. On sait déjà que les chiens nous parlent ou communiquent avec les autres chiens en utilisant leur langage corporel. Une queue qui remue est un signe d'excitation ou de bonheur. Un grognement et des dents exposées indiquent de l'agressivité. Et bien sûr, il y a les aboiements. Certains peuvent être des avertissements, tandis que d'autres sont des salutations amicales. L'intelligence artificielle nous aidera à comprendre ce que nos chiens nous disent en enregistrant leurs aboiements sur nos téléphones. Il est important que l'application voit aussi le langage corporel du chien, notamment ses oreilles, sa queue, ses yeux, sa bouche, etc. L'appli enverra ensuite ces informations sur le cloud. L'IA décodera ces données en étudiant des milliers d'heures de séquences d'animaux et en repérant les expressions et les sons. Cela permettra aux vétérinaires de mieux comprendre leurs petits canins et de prévenir tout dommage qui pourrait découler de l'intervention. Cela aidera aussi à former les chiens pour qu'ils ne soient pas trop agressifs envers les livreurs ou les piétons et autres cyclistes qui passent. L'avenir des déplacements quotidiens se trouve dans les airs. Tu n'auras bientôt plus à attendre au feu rouge, à compter les secondes jusqu'à ce qu'il passe au vert pour arriver à l'heure au travail. Il est en effet grand temps de parler des taxis volants comme moyen de transport. Les taxis aériens sont en train de devenir une réalité. Amazon expérimente les livraisons aériennes et elles s'avèrent être un succès.
Ces machines volantes sont dotées de capteurs qui peuvent remarquer certains obstacles comme les oiseaux, les fils électriques et les gros objets. Et c'est désormais aux législateurs d'adopter cette nouvelle forme de transport. Même si les livraisons aériennes sont désormais possibles, les autorités doivent encore trouver comment les organiser, créer des règles et mettre en place des mesures de sécurité. Quant aux taxis aériens exploités par des humains, il faudra déterminer qui sera habilité à les conduire. Ou quels types de modèles peuvent être produits. Mais de notre vivant, nous pourrions bien voir le ciel rempli de taxis aériens. La restauration rapide est sur le point de se transformer. Il existe déjà des caisses numériques où tu peux commander de la nourriture à l'aide d'un écran tactile et payer sur place sans interagir avec un humain. Le Japon a des distributeurs automatiques de pizzas fraîchement cuites. Certaines entreprises créent des robots qui peuvent préparer un menu de hamburgers et de frites. Ils sont rapides et précis, n'ajoutent pas trop de fromage et n'oublient pas les oignons. Tout ce dont ces robots ont besoin, c'est de quelqu'un pour les entretenir. Imagine que tu ailles dans un fast-food et que tu ne vois pas un seul humain devant toi. Tu passes ta commande auprès d'un caissier numérique après l'avoir personnalisé. Tu payes et tu regardes les robots à l'œuvre. Tu verras probablement des bras mécaniques soulever la friture et préparer un hamburger devant toi. Ne t'attends pas à voir un chef humanoïde préparer ton repas. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques. C'est pourquoi les bras mécaniques sont plus que suffisants. Et si l'avenir est aux robots de livraison volant, il n'y aura pas de problème d'embouteillage pour t'apporter ton repas. Réserver un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde est facile, mais que se passerait-il si tu pouvais aller dans l'espace pour le plaisir? De nombreuses grandes entreprises de voyage spatial telles que SpaceX et Virgin Galactic cherchent des moyens de transformer l'espace en nouvelle destination touristique. On pourrait aller aussi loin que la Station spatiale internationale, ou bien se contenter de la frontière entre l'atmosphère et ce qui est considéré comme l'espace. L'idée d'un ascenseur spatial a aussi émergé, qui pourrait envoyer des gens à la Station spatiale internationale. Il s'agirait d'une grande structure basée sur la Terre et atteignant l'espace, avec un ascenseur qui ferait monter et descendre les passagers. Cela rendrait les voyages dans l'espace très accessibles et beaucoup moins chers que de lancer une fusée. Il y a peut-être un avenir où Internet sera disponible partout dans le monde, peu importe où tu te trouves. Aujourd'hui, seule la moitié de la population mondiale a accès à Internet. Des entreprises comme Google considèrent Internet comme un droit fondamental et essayent d'utiliser des ballons à hélium pour le téléporter dans les endroits reculés. D'autres entreprises envisagent une approche différente, comme envoyer des microsatellites dans l'espace, chacun de la taille d'un chat. Cela changera la donne pour que tout le monde ait accès à Internet, ce qui garantira des connaissances gratuites pour tous. Imagine que nos bonnes vieilles briques puissent stocker de l'énergie pour alimenter ta maison. Ce projet n'en est encore qu'à ses débuts. Mais des scientifiques américains sont en train de développer des briques intelligentes, qui pourraient bien être l'avenir de la construction. Chaque mur pourrait stocker suffisamment d'énergie pour plusieurs heures. Un revêtement spécial, connu sous le nom de PEDOT, permettra d'exploiter les électrodes, transformant finalement les briques en de puissantes batteries. Le pigment rouge des briques est composé d'oxyde de fer, qui les aide aussi à stocker de l'énergie. Cela rendra ta maison intelligente encore plus intelligente. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins.
Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. Savais-tu que le voyage dans le temps était une réalité ? En fait, tu voyages dans le temps en ce moment même. À chaque seconde de cette vidéo, tu te déplaces d'une seconde dans le futur. Mais il y a une personne sur Terre qui a réussi à voyager dans le temps et à se projeter dans le futur de 0,02 secondes. Et ce n'est absolument pas la limite. Voici Sergueï Krikalev. C'est un astronaute qui a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans la Station spatiale internationale. C'est la clé de son voyage dans le temps. Le fait est que pour deux objets dont l'un est immobile et l'autre en mouvement, le déroulement du temps est différent. Autrement dit, si nous considérons notre planète comme un objet et l'ISS comme un autre, le temps sur Terre et sur l'ISS s'écoulera différemment. Mais cela ne suffira pas à affecter le temps de manière significative. Nous devons examiner la gravité. Plus l'objet est grand, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, sur la Lune, tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds que sur Terre, car la Lune est légère. Mais sur Jupiter, on peut à peine se tenir sur ses pieds, car elle est lourde et sa gravité est beaucoup plus forte.
La gravité déforme l'espace-temps lui-même. Imagine un trampoline ou un drap tendu. Tant qu'il n'y a rien dessus, l'espace-temps est régulier et le temps est le même partout. Mais pose un objet lourd dessus et tu verras un trou se former. Imagine maintenant que tu mets un objet lourd comme la planète Terre au centre de la feuille. Elle pèse 6 tonnes plus 21 zéros. Elle déformerait tellement notre feuille que le temps s'écoulerait différemment au centre que dans un endroit où l'espace-temps est plat. Et plus l'objet est lourd, plus la distorsion est grande, et plus le temps passe lentement. Par exemple, près du Soleil, le temps passe encore plus lentement que sur notre planète, car il est plus de 300 000 fois plus lourd. Ou bien prends un trou noir. Même un petit trou noir pèse des dizaines ou des centaines de fois plus que le Soleil. Et les trous supermassifs sont des millions et des milliards de fois plus lourds. Ils déforment tellement l'espace-temps que le temps s'arrête pratiquement auprès d'eux. Donc notre héros, Sergueï Krikalev, a utilisé cette même méthode pour voyager dans le temps. Il n'était juste pas au cœur de ce vortex espace-temps, mais sur l'ISS. C'est à un endroit de l'espace-temps où la courbure de la feuille n'est pas si forte, et le temps est allé un peu plus vite pour lui que pour nous. Juste un petit peu. Et si tu passes assez de temps là-bas, progressivement, tu commences à être en avance sur les gens ici sur Terre. Sergueï aurait pu aller beaucoup plus loin dans le temps, mais une autre loi de la physique l'en empêchait. Il s'agissait de la cohérence entre l'espace et le temps. Si tu es debout, tu te déplaces seulement dans le temps, mais si tu cours en avant, tu te déplaces à la fois dans le temps et dans l'espace. Plus tu cours vite dans l'espace, plus tu te déplaces lentement dans le temps. La Station spatiale internationale se déplace autour de notre planète à une vitesse de 7,66 km par seconde. Cette vitesse a ralenti le mouvement de Sergueï dans le temps. Ainsi, après plus de 2 ans passés dans l'ISS, il a seulement voyagé dans le temps de 0,02 secondes. Voici un moyen pour toi de voyager dans le temps. Assois un ami à une table et donne-lui une montre. Mets l'autre sur ton propre bras et commence à courir autour de la table. Si tu cours assez vite et assez longtemps, tu remarqueras que l'heure sur ta montre et celle de ton ami est différente. Voilà, tu as voyagé dans le temps. Mais il y a d'autres façons d'aller dans le futur. Le premier moyen est de se rapprocher d'un trou noir. Le plus proche se trouve à un peu plus de 1000 années-lumière de notre système solaire. Tu sautes dans ton vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière et tu arrives là-bas. Tu dois voler aussi près que possible de son centre, à la limite de l'horizon des événements. L'espace-temps est tellement déformé ici qu'une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. Donc reste ici pendant quelques minutes, puis rallume les hyperpropulseurs et envole-toi. Bien sûr, il faut être prudent. Les trous noirs sont si lourds que rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle. Même la lumière, qui est la chose la plus rapide dans l'univers, ne peut pas échapper à son emprise. Mais ce n'est pas un problème pour toi et tu es déjà sur ta planète d'origine. Waouh! Il s'est passé des décennies sur Terre pendant que tu étais absent. Il y a des voitures volantes, des robots et des hologrammes partout. Une autre option est de voyager à la vitesse de la lumière. Toi et ton ami êtes sur la ligne de départ dans un stade, et l'un de vous a un chronomètre. Appuie sur Départ. Tu cours à la vitesse de la lumière autour de la Terre plusieurs fois, et tu termines. Arrête le chrono. Le temps avec lequel tu as réalisé ton sprint est inférieur à celui de ton ami qui est resté immobile. Mais il existe un paradoxe des jumeaux sur lequel les scientifiques se creusent encore les méninges. Il s'agit de savoir ce qu'il faut prendre comme point de référence. Si le centre du système de coordonnées est une personne immobile et que l'autre personne court à la vitesse de la lumière, l'horloge du coureur sera en retard après la course. Parce qu'il se déplace non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, tu te souviens. Mais si tu prends le coureur comme point de référence, c'est la personne immobile qui était en mouvement par rapport à lui. Et donc, l'horloge de la personne statique devrait être en retard. Le résultat de l'expérience est donc que les horloges des deux personnes, le coureur et la personne statique, indiquent la même heure. C'est le paradoxe des jumeaux. Une autre façon de tricher avec les lois de la physique et d'arrêter l'écoulement du temps est de faire la planche. Ensuite, le temps s'arrête pour toi. Bon, je plaisante. En supposant que le voyage dans le temps soit possible, il y a tout un tas de problèmes et de paradoxes qui lui sont liés. Par exemple, à 12h, tu es en train de construire une machine à remonter le temps. À 12h30, tu as fini de la construire. Puis à 13h, tu entres dans la machine dans un seul but. T'empêcher de construire toi-même la machine à remonter le temps. Ensuite, tu remontes le temps à 12h20, quand la machine est pratiquement terminée, et tu casses un de ses éléments pour qu'elle ne puisse pas être construite dès le départ.
Mais si ta version plus jeune n'a pas pu construire de machine à remonter le temps, il n'y a aucun moyen pour toi de remonter le temps non plus, non? Ou si tu as bel et bien construit une machine à remonter le temps et que tu es retourné à l'époque où ton père avait un rendez-vous avec ta mère, tu sabotes leur rendez-vous et ils se séparent. Dans ce cas, ta naissance aurait été impossible. Mais si tu n'étais pas né, tu ne serais jamais revenu dans le passé pour gâcher le rendez-vous de ton père. Et donc rien n'aurait interféré avec ta naissance. Waouh, les choses deviennent trop compliquées. Ok, il y a des moyens plus simples de voyager dans le temps. Par exemple, les moyens biologiques. Je parle de la congélation. Si tu congèles ton corps, tu voyageras dans le temps avec le reste du monde. Mais tu seras endormi pendant tout ce temps. Et quand tu te réveilleras, tu seras dans le futur. D'ailleurs, les animaux qui hibernent en hiver, comme les ours, voyagent dans le temps. Ils sautent simplement les saisons hivernales où ils ont faim. Mais il y a un problème avec ça. Quand on gèle, l'eau de nos cellules et de nos tissus se transforme en glace. Et du coup, elles se sentent déshydratées comme dans un désert. On peut éviter cela en utilisant des produits chimiques pour les protéger. Mais le plus dur est le réveil. Nos scientifiques ne peuvent pas dégeler un organisme vivant sans risque. Donc pour l'instant, congeler un corps est un voyage sans retour. Mais nous avons bon espoir que les scientifiques du futur trouveront un moyen d'éviter que les cellules et les tissus soient endommagés. Ils ouvriront alors les réfrigérateurs avec des gens et réveilleront tout un tas de voyageurs dans le temps. Et c'est une aventure assez coûteuse. Congeler un corps entier peut coûter 200 000 $ ou plus. Mais beaucoup de gens croient que le voyage dans le temps est déjà une réalité. Et certains voyageurs dans le temps ont été pris en photo ou filmés par des caméras. Par exemple, cette photo de 1941. On voit des hommes en costume et des femmes avec des chapeaux élégants. Et parmi eux, ce type avec des lunettes futuristes et un sweat à capuche. Ou cette photo où l'on peut voir une femme en arrière-plan, qui parle sur son téléphone portable. Waouh, c'était il y a environ un siècle. Et à l'époque, personne ne pouvait imaginer ce qu'était un téléphone portable. Ces faits s'expliquent facilement. L'homme sur la photo porte des lunettes qui ont été fabriquées en 1920. Et le t-shirt et le sweat à capuche existaient déjà à cette époque. Et la femme qui parle au téléphone portable tient en fait un acousticon dans sa main. C'est une sorte d'appareil auditif, l'un des premiers de son genre. On peut donc dire une chose avec certitude, le voyage dans le temps est encore un rêve pour tout le monde. Sauf pour Sergueï Krikalev, qui a bien réussi à tromper les lois de la physique et à avoir 0,02 secondes d'avance sur tous les habitants de la Terre.